Après avoir vu l'action des anticorps, donc des lymphocytes B initialement, puis des lymphocytes T, on va se demander maintenant comment les réactions moléculaires grâce aux anticorps et cellulaires grâce aux lymphocytes T cytotoxiques sont couplées. Donc en grand C, le rôle central des lymphocytes T CD4. Et donc cette expérience euh, nous prouve comment agissent ces lymphocytes T CD4. Je vous demande d'analyser cette expérience et notamment de rechercher tout d'abord quel est le lot témoin, puis ensuite de voir les réactions obtenues, enfin les réponses obtenues et l'interprétation que l'on peut en faire pour prouver le rôle central des lymphocytes T CD4. Donc laissez bien de la place pour votre travail et sa correction en classe. On a ici, pour valider cette hypothèse du rôle central des lymphocytes T CD4, un dispositif d'un scientifique dont vous devez retenir le nom, c'est Marbrook. Il a réalisé cette espèce d'appareil avec une chambre supérieure qui est limitée à sa partie basse par une membrane qui est perméable aux molécules et imperméable aux cellules. Ce qui veut dire que les cellules ne pourront pas passer d'une chambre à l'autre, d'un milieu de culture à l'autre donc, mais les molécules, elles, pourront passer. Et donc, grâce à ce dispositif, il a réalisé 3 expériences. Soit on ne met rien dans le compartiment supérieur, et dans le compartiment inférieur, on met des lymphocytes B. Dans ce cas, il y a peu de plasmocytes qui sont apparus. Si maintenant, on ne met toujours rien dans le compartiment supérieur, mais on met à la fois des lymphocytes B et des lymphocytes T CD4, on obtient plus de 10 fois plus de plasmocytes. Donc il doit y avoir une communication entre ces deux types de cellules. La question est, est-ce que c'est une communication cellulaire ou moléculaire? Eh bien, on trouve l'information dans la 3e expérience, puisque cette fois-ci, les lymphocytes T CD4 sont mis dans la chambre supérieure, les lymphocytes B dans la chambre inférieure, et on a à peu près le même nombre, un peu plus, mais enfin ça c'est les variations expérimentales, autant donc de plasmocytes créés que l'on en avait s'ils étaient en contact. Donc le contact n'est pas nécessaire, mais une molécule doit passer soit des lymphocytes B aux lymphocytes T CD4, soit à l'inverse des lymphocytes T CD4 aux lymphocytes B. Donc ceci constitue un argument pour vos copies. L'expérience de Marbrook montre que l'association de ces cellules est indispensable à la différenciation, puisque maintenant on connaît le terme, des lymphocytes B en plasmocytes producteurs d'anticorps. Vous avez ici une photographie de microscopie électronique qui a été colorisée du contact entre un lymphocyte T que l'on va dire auxiliaire et un lymphocyte B. En fait, ce sont les lymphocytes T CD4, une fois activés, qui se multiplient, puis se différencient en lymphocytes T auxiliaires, qui vont produire de l'interleukine 2, nommée IL2, qui active à la fois la multiplication, c'est-à-dire l'amplification par mitose successive, et la différenciation des cellules immunitaires qui ont été sélectionnées, c'est-à-dire à la fois les lymphocytes B et les lymphocytes T. Ce qui nous ramène à notre schéma. Donc, on a ici des lymphocytes T CD4. Ils possèdent, comme tout lymphocyte T, un récepteur qui est à la fois complémentaire de l'antigène et du CMH.
il y a sélection des lymphocytes T qui ont le bon récepteur, puis amplification, puis différenciation. Alors la différenciation ne changera pas non plus la forme des lymphocytes T, ils vont simplement se mettre à produire de l'interleukine, cette interleukine 2, qui va être responsable de l'amplification des lymphocytes B, mais aussi des lymphocytes T. Alors je vois que les flèches sont mal positionnées, donc oui, elles arrivent d'en bas, et ça va agir aussi sur leur propre différenciation. Donc les flèches sont correctement placées, mais il faut que nous ayons la source. Voilà. Donc, une fois dans la phase effectrice, ces cellules fabriquent de l'interleukine 2 qu'il faudra ajouter ici sur le schéma. Et donc, cette interleukine 2 va agir sur la multiplication des lymphocytes B, sur leur différenciation, sur l'amplification et la différenciation des lymphocytes TCD4 et sur l'amplification et la différenciation des lymphocytes TCD8. Notre schéma est maintenant presque complet. Il manque quelques éléments ici dans les coins. Ce rôle central, il peut être prouvé grâce à l'étude du sida. Nous avons ici une photographie de microscopie électronique à balayage colorisé qui montre le bourgeonnement de virus du sida, c'est-à-dire de VIH, à la surface d'un lymphocyte T CD4, ce qui veut dire que ce sont les lymphocytes T CD4, organisateurs de toute la réponse immunitaire, qui sont la cible du VIH. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est infecté par ce VIH? Eh bien, la concentration de lymphocytes T va d'abord augmenter, comme pour toute réaction immunitaire, mais va très vite, la deuxième année notamment, diminuer dans le corps de l'individu malade, enfin séropositif. À ce moment-là, en général, il n'est pas malade, et c'est que lorsqu'il en restera très peu, qu'il rentrera dans ce qu'on appelle la phase SIDA, où il est sujet à mourir d'un rhume, enfin de la moindre petite infection. Donc on a ici les étapes. Je vous conseille de recopier ce schéma qui est intéressant. Donc première étape, c'est l'infection. Il va y avoir élimination de la majeure partie des VIH par le système immunitaire, hein, tout à fait normalement. Puis ensuite, les 3-4 années suivantes, quelques symptômes comme la tuméfaction, c'est-à-dire le gonflement des ganglions lymphatiques, puis ensuite une déficience plus apparente de la fonction immunitaire, euh, notamment des maladies euh, provoquées par des champignons, hein, c'est ce qu'on appelle des infections fongiques qui qui deviennent fréquentes, et enfin presque totale disparition de l'immunité cellulaire, d'où le sida qui se déclare. Là aussi, c'est un argument. Le VIH infecte les lymphocytes T CD4 qui sont alors détruits, d'où l'immunodéficience acquise. SIDA, ça veut dire syndrome d'immunodéficience acquise. Cela prouve le rôle central des lymphocytes T, et notamment les lymphocytes T CD4 qui produisent des interleukines. Ce qui amène à la notion 92, les phénomènes de sélection, d'amplification et de différenciation clonale qui se succèdent, on les a vus dans toutes nos réactions, expliquent le délai de la réaction adaptative par rapport à la réponse inflammatoire qui est très rapide, c'est plusieurs jours,
chez l'être humain. Mais que se passe-t-il lors d'une deuxième rencontre avec un même antigène? Est-ce que ça va plus vite? Oui, c'est ce qu'on va voir dans le grand D, la réponse secondaire et la mémoire immunitaire. Alors, vous avez ici la réponse primaire, on a le taux d'anticorps dans le plasma. Donc cette réponse primaire, elle est relativement lente. Nous avons ici le temps en jours, hein, donc il faut à peu près une semaine pour qu'elle se mette en place, c'est le délai dû à ce que l'on vient d'envisager. Puis une réponse où le taux d'anticorps augmente relativement rapidement, mais diminue derrière, alors qu'une réponse secondaire, suite à un second contact avec l'antigène, on va avoir une réponse plus rapide et plus forte. Si par contre on met un nouvel anticorps, on retrouve une réponse de type primaire. Donc vous pouvez noter que lors d'un deuxième contact avec le même antigène, la réponse secondaire, elle est plus rapide et plus importante, c'est-à-dire qu'il y a plus d'anticorps produits. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'il y a des cellules mémoire qui sont produites. Les lymphocytes B vont, lors de leur différenciation, garder en mémoire certaines cellules qui seront donc tout de suite prêtes pour produire des anticorps dès que l'élément étranger va à nouveau se présenter dans l'organisme. C'est pareil pour les lymphocytes T, une partie d'entre eux sont gardés en tant que lymphocytes T CD4 ou CD8 mémoire. Donc seront donc plus rapides à entrer dans la phase effectrice puisqu'il y a seulement la différenciation qui doit se terminer. On a ici un document qui nous montre des changements d'aminoacides concernant des protéines virales. Les protéines virales du virus de la grippe, hein, ce sont ces molécules qui sont en surface et qui sont reconnues par notre système immunitaire. Et la question que je vous pose, est-ce qu'il n'y aurait pas de mémoire immunitaire face au virus de la grippe, puisqu'on peut rattraper la grippe chaque année? C'est pas parce qu'on a eu la grippe un an qu'on ne l'a pas l'année suivante, etc. Donc je vous demande d'expliquer cela. Toujours pareil, vous expliquez dans votre cours et vous laissez de la place pour la correction. Ce qui amène à la notion 93, l'immunité adaptative met en place des cellules mémoire à longue durée de vie. Ces cellules permettent une réponse secondaire à l'antigène plus rapide et quantitativement plus importante, qui assure une protection de l'organisme vis-à-vis de cet antigène. C'est le fondement de la vaccination qui sera l'objet du chapitre suivant. Je vous conseille de copier ce document avant de noter la notion 94 qui conclut en fait notre grand 2. Le système immunitaire, c'est pas un organe isolé dans l'organisme, c'est pas comme le rein, le foie ou le cerveau. Il est diffus, donc il est partout, et il interagit avec les différentes parties du corps, à savoir le cerveau, les intestins, etc. C'est ce qui est dit dans ce texte et qui est très intéressant et qui nous ramène aussi au microbiote vu en classe de seconde. Je termine ici pour cette vidéo. Non, finalement, il me reste quelques secondes. Donc, je vous présente la carte des idées qui est présentée dans votre livre. Vous voyez les lymphocytes auxiliaires qui sont centraux dans cette réaction et qui vont permettre la différenciation, l'amplification et la mémoire de chacun des autres types cellulaires, que ce soit les lymphocytes B, les CD4 eux-mêmes et les TCD8. En TP, vous aurez un test ELISA à réaliser à partir de ce document de votre livre. N'hésitez pas à vous entraîner sur les quiz et sur les sujets de type 1.